Bonsoir, bonjour à toutes et à tous. On est très heureux de se retrouver pour l'épisode 2 déjà, et oui, de Vinyle et Pellicule. Je suis toujours en compagnie de Nathan et Eva. Nathan et Eva, j'espère que vous allez bien, vous êtes chauds. J'espère que toi aussi. Et bon, on est toujours très chaud. Au programme de ce podcast, on va parler d'un artiste canet, rappeur, pionnier dans son domaine, tout simplement, qui a sorti un album il y a une semaine. Orelsan. Qui sait. Et la charade était très facile à trouver puisqu'il s'agit d'Orelsan avec son dernier album Civilisation. Et puis au programme, dans notre rubrique Le Classico, nous parlerons d'un autre grand classique, que dis-je, d'une saga légendaire. Il s'agit bien évidemment des sorciers, des petits lutins au chapeau pointu, Harry Potter évidemment. Jingle. Et vous allez souvent au cinéma? Oui, après on va boire un pot et on discute du film. Aimez-vous la musique? Oui, mais je l'aime en amateur. Ce qu'il vous faut pour vous, c'est des films vivants. Voilà, que ça remue, Que ça remue, qu'il y ait du sang. qu'il y ait du sang. Voilà. En plus. Oui, j'aime bien la musique. Surtout comme moyen d'échapper au temps. Orelsan, 39 ans, rappeur, craqueur sous pression, amateur de films amateurs, nous a livré son tout dernier album, Civilisation. Avec plus de 130 000 ventes en première semaine, il éclate complètement les scores de l'industrie musicale, dépassant d'ailleurs le record de PNL. Bien évidemment, les chiffres, chez nous, ça veut rien dire. Et nous sommes ici pour parler musique, pour parler texte, pour parler de celui qui était perdu d'avance et qui pour autant est devenu un pionnier du rap français. Alors, Civilisation, une semaine après sa sortie, on en pense quoi autour de la table ? Eh bien, écoutez, une belle surprise pour ma part. Ouais. Une belle surprise parce que j'ai pas l'habitude d'écouter Orelsan, hein, tout simplement. Ok. Et j'ai plutôt accroché. J'ai même ajouté à ma bibliothèque certains titres, c'est dire. Donc très belle surprise pour ma part. Voilà. Nathan? Moi, j'avoue que c'est un artiste que j'aime bien. Orelsan il représente un peu le terre-terre. Non, moi, c'est un album que j'ai bien aimé. C'est pas forcément celui que je préfère, mais il y a beaucoup de chansons que j'ai quand même appréciées. Il y a des chansons où je trouve qu'on peut se reconnaître. Il y en a d'autres qui dénotent un peu plus, à mon sens. Mais dans l'ensemble, je trouve un très bon album et très bonne écoute. Et toi, Enzo? Eh ben moi, écoutez, j'aime pareil. Hein. Je viens de Normandie, et donc Orelsan forcément résonne énormément. Et puis pareil, surpris parce qu'un quatrième album, c'est pas rien, je trouve, dans une vie. Surtout quand ça fait longtemps qu'on est installé, etc. Mais ouais, toujours aussi surpris. Je trouve qu'on aura l'occasion d'en parler, mais qu'il arrive à s'adapter à son temps, à proposer des nouvelles choses et à rester d'actu tout en gardant sa patte et son ADN. Je trouve ça assez compliqué hein, pour un C'est artiste. vrai, et puis, même au niveau du rap français, on dit souvent que après le troisième album, c'est compliqué. Je trouve qu'il arrive quand même à revenir avec Ouais. cet album. Non, mais c'est un quatrième, comme tu dis. Il a quoi? Il a 15 ans, 20 ans d'expérience dans le milieu musical en tant que tête pionnier, quoi, on va dire, en tant que grand artiste. Et donc j'ai beaucoup aimé cet album. On va pas décortiquer son par son, mais de manière générale, est-ce que vous avez des sons qui reviennent un peu plus que d'autres? Est-ce que vous avez des petits points, aussi bien en termes de production que de texte? Qu'est-ce qui vous a marqué sur cet album plus que sur les autres, Eva? Alors, j'avoue, on va commencer par là. J'ai du mal à me retrouver dans les textes, Ouais. souvent d'Orelsan, parce qu'on n'a pas le même parcours de vie, tout simplement, donc c'est compliqué. Mais je trouve que La Quête est un titre qui, même si on n'a pas vécu exactement ce qu'il raconte, on s'identifie tous sur le truc de vouloir grandir plus vite, vouloir griller les étapes un peu. Donc j'ai beaucoup aimé ce titre-là. Et je pense que le titre également, Civilisation, Le dernier, ouais, éponyme. c'est ça. Je pense qu'il y a beaucoup à dire. Très intéressant. Et je pense qu'il y a un bon gros travail d'écriture qui a été fait en amont. Donc, voilà un peu pour moi. Oui, moi aussi je suis assez d'accord dans le sens où sur certains titres on peut un peu tous se retrouver même si on n'a pas les mêmes expériences. Après moi j'avoue que j'ai aussi apprécié l'album en tant que personne qui a certaines références que tout le monde n'auront pas sur notamment Caen, tout ça, Ouais. la Normandie. Mais je trouve que y a quand même un parcours où on peut un peu tous se retrouver, oui, dans des trucs comme Civilisation, mais même dans des trucs comme Manifeste, ou même si on n'a jamais fait de manif, ce qui est mon cas. Il y a quand même un truc on peut tous voir des choses dedans qui sont caractéristiques de notre société et tout ça. Donc moi j'ai beaucoup aimé. Après des titres, c'est ça que tu demandais,
que j'ai beaucoup aimé. C'est vrai que La Quête, je pense que c'est la meilleure de l'album parce que c'est la plus universelle à mon sens. Après, c'est plus d'un côté objectif parce que après d'un côté subjectif, j'avoue que moi j'ai beaucoup aimé Casseur Flotteur Infinity. Ok. Plus un peu pour tout ce que ça La trace. Il y a nostalgie, ouais. beaucoup de références, sur le parcours et tout ça. Non, très. Donc les thématiques, parce que moi je trouve que c'est un point qui peut être intéressant aussi, c'est que j'ai trouvé que dans les thématiques, à un moment il en rigole dans l'interlude de Casseur Flotteur, il fait j'ai fait un album qui parle que de la société et de ma meuf. Et c'est vrai que je trouve que on change un petit, enfin dans La Fête est finie, c'était assez introspectif, j'ai trouvé parfois, tout en étant très pop, etc. Là on parle vraiment, tu parlais de manifeste, tu parlais de civilisation, mais il y a aussi l'odeur de l'essence, il y en a d'autres comme ça, on est quand même sur quelque chose de presque engagé. Ouais, c'est... Manifeste, il est complètement engagé. Autant des deux côtés d'ailleurs. Ce que j'ai trouvé hyper intéressant dans cette musique, c'est qu'il prend pas parti. Il se place en tant que spectateur, moi, plus que acteur ou premier parti. C'est ça que je trouve où on peut un peu tous se retrouver, c'est que c'est spectateur un peu perdu. C'est pas vraiment de parti, pas vraiment d'opinion, mais une opinion qui est celle qu'on est perdu dans cette société. Et je trouve que là-dessus, on peut assez facilement se retrouver. Et puis ce que tu dis, je trouve très intéressant parce que je le retrouve presque même dans. Je trouve que c'est ce qui fait l'ADN un peu d'Orelsan, parce que c'est dans laquelle c'est Baise le Monde, je crois. Ou pareil, il y a ce côté. C'est jamais moralisateur. C'est toujours spectateur de ce qui se passe. Donc quand on voit et qu'on dit, au final on montre, donc on est engagé, etc. Mais jamais derrière, il y a cette morale, il y a il y a quelque chose de tu vois, il faut faire ci, il faut faire ça. On est toujours dans le constat presque. Et j'ai trouvé ça très fort parce que sur beaucoup de titres, c'est très engagé, mais sans être barbant, lourd, etc. Et je trouve que ça surprend. Et puis, ce que je pense, ce qui rajoute ce côté-là, c'est aussi que c'est du coup un peu pas faire la leçon, mais c'est que ça donne des choses sur la société. Mais vu qu'il il se prend lui-même dans la société, du coup, on n'a pas l'impression qu'on nous fait la morale. Et je pense que c'est ça la force de... Ouais, complètement, de Orelsan, d'une certaine manière. Et du coup de l'album même en lui-même. Sur les titres un petit peu, où il est un peu engagé presque, même si c'est un grand mot, ça veut pas forcément dire quelque chose. Mais donc il parle aussi bien de ça, puis aussi bien de sa meuf, entre guillemets, même s'il n'y a pas que ça dans l'album, c'est résumé. Vous avez pensé quoi de cette autre facette un peu thématique de l'album ? Les chansons plus amoureuses, un peu plus introspectives ? J'ai un peu de mal à donner un point de vue là-dessus, étant donné que, comme je le disais, j'écoute pas particulièrement, donc j'ai pas pour moi, Orelsan, c'est pas quelqu'un de type, tu vois, il est pas dans une case pour moi, mais par contre, c'est bien dans le sens où tout le monde s'y retrouve. Enfin, l'amour, effectivement, tout le monde se retrouve dedans, donc après, chacun avec ses expériences, etc. Mais non, de ce sens-là, je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'on a pu rentrer dans sa tête. On a pu se dire, d'accord, donc dans sa vie, effectivement, ce truc de l'amour prend une partie énorme et l'amour dans la civilisation et dans la société. Et comment est-ce qu'on peut gérer tout ça aujourd'hui avec les problèmes actuels ? Et ça, j'avoue que ça m'a plu. Okay. Ça m'a plu. Ouais, non, mais je te rejoins un peu là-dessus. C'est vrai que même au-delà de ça, je trouve que ce qui est intéressant, c'est qu'on voit l'amour pas que dans le sens c'est magnifique ou c'est dégueulasse, l'amour c'est de la merde, mais d'un sens un peu plus réaliste avec tout ce qu'il y a de difficile dans une relation et en même temps tout ce qui est beau. Parce que à l'inverse, dans le dernier album, il y avait Paradis qui était vraiment chanson d'amour à fond, où c'était très vraiment l'amour, c'est magnifique. Les paroles sont très belles, c'est vrai. Et c'est une très belle chanson d'amour, une très belle déclaration, mais c'est un peu tout ce qui est beau en fait. C'est un point de vue, et là, en temps parle, je pense à Bébé Bois, moi là tout de suite quand tu parles de ça, ou même, je sais plus, Ensemble, ou je ne sais pas, ou d'une certaine manière, il parle que l'amour c'est fragile, l'amour n'est pas il dit quoi, l'amour n'est pas durable quand il est vrai, ou je sais plus ce qu'il dit, etc. Mais on sent qu'il en parle déjà beaucoup plus, parce que moi j'ai rarement entendu parler d'amour dans ses autres albums, ou alors de façon très très drôle, qui est aussi une patte d'Orelsan. Mais là il en parle de manière sous plusieurs angles, et ça j'ai trouvé ça assez touchant, et assez bien écrit encore une fois, il a cette particularité de toujours très bien écrire. Mais si je peux rebondir là-dessus, c'est que, tu vois, là tu t'as dit drôle, et je trouvais que c'était une patte à lui. Et je trouve que le côté drôle est un peu moins présent dans cet album-là. Je ne sais pas si c'est parce que c'est une volonté d'être plus en phase avec la civilisation, côté sociétal et tout engagé, ça.
mais je l'ai trouvé un peu moins drôle, cet album-là, dans son registre. Je te rejoins sur le côté. Moi, ce que je trouvais drôle chez Orelsan, c'est certaines de ses punchlines, en fait. Oui. Qui étaient là où, dans le rap hardcore, on a quelque chose de très, parfois violent, et c'est ça la punchline, très ego trip. Là, on avait quelque chose de très drôle, et la chute, c'était pas c'est violent, c'était c'est très drôle et bien écrit, du coup. Là, effectivement, je trouve qu'on est parfois moins drôle dans la punchline, mais plus drôle dans l'entièreté du son. Je prends Baisse le Monde, où c'est assez ironique parce qu'il se moque de lui-même, ou même Manifeste, où ça se finit par elle se prend une balle dans la tête et elle aura juste par sa retraite. Donc, quelque chose d'assez naïf, mais pas par la punchline, plus par l'image qu'il décrit, j'ai trouvé, que par ce qu'il disait. Mais on parlait des textes, on peut aussi parler un petit peu, parce que je trouve que Scred fait un travail monstrueux, des productions, des prods. Qu'est-ce que vous avez pensé du travail de Scred, et qui l'accompagne depuis maintenant longtemps sur cet album? C'est cliché de dire ça, mais c'est comme le bon vin, quoi. Scred, plus ça va, plus il devient... chaud bouillon. Ouais, voilà, ouais. C'est encore surpassé, on va dire ça. Hein. C'est que... Je sais pas, j'arrive pas à mettre les mots, mais je trouve qu'elle sonne toujours assez bien sur la musique, et je pense que c'est un très bon duo, tu vois. C'est un duo qui fonctionne. Ouais. Voilà, à l'image de Elton John et son parolier, c'est des gens qui ont l'habitude de travailler ensemble, c'est-à-dire que la musique et la voix sont l'un ensemble, tu peux pas les détacher. Les deux vont parfaitement ensemble et... C'est souvent bien complémentaire. Toi, par exemple, qui a peut-être pas été autant bercé que nous un petit peu par Orelsan, juste à la première écoute, tu penses quoi des prods? Est-ce qu'elles sont d'actu? Est-ce qu'elles sonnent datées? Est-ce qu'elles sonnent particulières, tu vois, futuristes, originales? Je dirais ancrées dans leur temps. Ouais, ancrées dans leur temps. Je pense que c'est la meilleure définition que j'aurais pu donner. Non, franchement... j'irais pas jusqu'à dire que c'est une bouffée de fraîcheur, mais c'est vrai que pour avoir déjà entendu des anciens textes, etc., je trouve que en fait les textes vont avec l'évolution et de la personne, évidemment, parce qu'il vieillit, donc c'est normal, pas les mêmes expériences, etc. Et du coup, je rejoins un temps sur ce qu'il expliquait. C'est vrai que ces deux personnes sont liées, et elles vieillissent, elles vivent des expériences, et je pense que cette amitié, tu vois, ça se ressent carrément quand t'écoutes, tout simplement. Ah non, mais moi par exemple, parce qu'on là on parle en termes de prod en mettant très en avant, moi je sais, tu parlais de vent de fraîcheur, moi je trouve qu'il y a quand même aussi des parties pris un peu atypiques. Je pense à Bébé Bois, où t'as une espèce de 800 bits de grosse basse qui revient et qui remonte. Pareil, du truc un peu funky. Pareil sur Civilisation, moi, où j'entends carrément du Daft Punk à la fin, quoi. C'est vraiment la batterie qui se sert, machin et tout. Et t'as raison, je sais pas si j'irais jusqu'à dire un vent de fraîcheur, parce que... Et encore, moi je le dirais quand même. Je dirais quand même. Mais il y a quelque chose d'un presque expérimental. C'est un peu abusé ce que je dis. Par contre, je suis assez d'accord. Même je trouve qu'il y a un côté qui est plus, entre guillemets, mélodique. Il y a une recherche plus... peut-être moins dans le rythme, mais plus dans la mélodie. Ouais, c'est régi d'instruments, je trouve qu'on entend des guitares parfois. C'est... Ouais. Ce qui d'ailleurs joue au fait que j'apprécie davantage cet album-là, tu vois. Donc, Ouais, puis je rebondis sur ce que tu disais aussi en parlant d'ancrer sur son temps, c'est que premier son, Shonen, c'est de la drill. C'est une rythmique de drill, mélodique évidemment, adaptée au style d'Orelsan, mais je trouve que ça représente vachement bien le personnage, parce qu'on peut aussi parler de ça, mais sa longévité et de sa durée dans l'époque, qui est, quand on écoute Perdu d'avance et Civilisation, il y a quand même un écart, même si on y retrouve son ADN, je trouve, mais il y a quand même un énorme écart, et je trouve qu'il arrive à s'ancrer dans ce temps-là. Je sais pas ce que vous en pensez, parmi l'évolution qui a pu se passer. Je pense que c'est juste la maturité, en fait. C'est que, en vrai, j'ai l'impression qu'entre chaque album, il y a un grand pas. Tu vois, entre... c'est qu'il apprend pas de ses erreurs, mais... Ou c'est peut-être qu'il veut juste changer les choses et tout ça, mais entre chaque, je trouve qu'ils sont tous les quatre très différents, les albums. Ouais, je te rejoins. Ouais. Parce que tu dis, même si c'est vrai qu'on retrouve toujours sa patte un peu partout, mais... Ouais, on a quand même un gros écart. Moi, j'avais écouté Perdu d'avance il y a pas longtemps. Il y a un gros écart en termes de placement, en termes de... On parlait de punchline, il y a une volonté de punchline, quoi. C'est ça, et puis même, je trouve qu'il y a de plus en plus une volonté... pas d'être classé dans la variété, mais ça s'en rapproche de plus en plus déjà de plus en plus, parce que de Perdu d'avant à Fait des films, Le Chant des Sirènes. Le Chant des Sirènes, et du coup, ainsi de suite, du Chant des Sirènes à
à la fête est finie, plus ça va, plus c'est variété. Ouais, c'est et vrai. là, je trouve que le dernier album l'est encore plus, même s'il y a toujours les influences rap et tout ça. Ouais. C'est que c'est une sorte de mélange entre les deux, je trouve. On retrouve les traits des deux. Ouais, puis il le dit, je crois, même un moment, roi de la pop, tu suis la mode, on fait la mode. Même lui se met dans cette mouvance un peu de rap pop. Et du coup, juste petite question, est-ce que vous pensez qu'il rentre un peu dans ce mouvement de pop par envie ou simplement est-ce que il suit un mouvement Il suit la mode. ou est-ce que Effectivement. peut-être juste il prend de l'âge, tu vois, il se pose et du coup ses musiques se posent, tu vois? Je sais pas, moi, de mon côté, je pense plus que c'est... les caractéristiques du rap sont peut-être pas forcément adéquates pour ce qu'il veut raconter, en fait. Et moi, je dirais plus ça comme ça. Après, même si c'est toujours rap, mais ce qu'il fait, mais... Les frontières sont plus minces, quoi. Voilà. Mais on joue vraiment. Après, moi, pour rebondir sur ce que tu dis, je trouve qu'aujourd'hui, le rap presque semblable à ça, quoi. C'est-à-dire, on a déjà des mecs qui chantent, qui sont des rappeurs qui chantent, en fait. Je trouve que là, on reprend un petit peu ça. Et puis, tu parlais de est-ce que c'est parce qu'il s'adapte ou parce qu'il veut changer ou quoi que ce soit. Je pense aussi que le propre d'un artiste, c'est s'adapter dans l'environnement dans lequel il vit. Et en réécoutant le chant des sirènes récemment, pour préparer cette émission, je sais plus, il y a la fin d'un titre, on entend carrément des espèces d'un truc un peu électro. Je sais plus, mais bref, des grosses basses électro, etc. Et en fait, c'est typique d'une époque. À l'époque du chant des sirènes, ça s'inscrivait dans une mouvance de titres un peu comme ça. Là, je trouve que justement, je parlais de drill, etc., mais on a aussi des belles guitares, etc. Un truc beaucoup plus pop, et ça s'inscrit, je trouve, dans cette époque. Et on ne sait pas ce qui nous réservera plus tard, mais en tout cas, personnellement, j'ai hâte de voir la suite, si tant est qu'il y en ait une, bien évidemment, parce que le bonhomme se fait un peu vieux, quand même. 39 ans déjà. Oui. C'est vrai. Et bon, je crois qu'on a tout dit pour Civilisation d'Orelsan, vous l'aurez compris. Un album qu'on a tous trouvé très beau, malgré quand même une sensibilité sur cet artiste différent pour chacun. Et je vous propose de passer tout de suite à la suite, une saga légendaire, Harry Potter. Une saga légendaire, si ce n'est la plus célèbre, Harry Potter. Entre livres et films tout autant populaires, il aurait fallu être dans une grotte pour ne pas entendre parler de cette saga. Mais aujourd'hui, 20 ans après le lancement de cette saga, qu'en est-il ? Le jeune Harry Potter touche-t-il autant vos petits cœurs d'enfant ou s'éloigne-t-il de vos pensées d'adulte ? Eva. Ah, toujours dans mon cœur. C'est le cas de beaucoup de personnes quand même. Toujours dans mon cœur. Non, mais Harry Potter, un classique. Un classique. Un classique, le classique pour moi, je dirais, voilà. Je sais pas par où commencer en fait. Une c'est saga de juste films ça. qui t'a touché dans ton enfance, que t'as vécu, que t'as toujours été, qui t'a toujours accompagné. Quel rapport, du coup, on a un peu avec le film, c'est ça que tu Ouais, veux c'est ça. Par Ok. rapport à l'enfance ou comment ça vous a... Je suis proche des personnages. C'est rigolo parce qu'en fait, je m'identifiais pas particulièrement à un personnage particulier. Tu sais, je me disais pas genre je suis Harry Potter ou je suis Hermione. Mais je me disais un peu, je suis un peu le mélange des trois. Tu vois? T'es compliqué Genre, quand même. non, mais genre, j'aimerais bien étudier comme Hermione, j'aimerais bien avoir le courage d'Harry Potter et un peu ce côté amical de Ron. Et du coup, c'était un peu ce que j'ai trouvé fort d'ailleurs dans les personnages, c'est que c'est un mélange, tous les trois, d'une personne, on va pas dire parfaite, hein, Complémentaire. mais voilà, exactement, complémentaire. Merci Ok. beaucoup. Toi, Nathan, t'as la même relation Harry Potter qu'Eva, fan d'Harry Potter à l'air d'avoir. Je sais pas, non, moi je m'identifiais plus au personnage directement. Enfin, moi je l'ai plus connu enfant, vraiment j'ai commencé à la regarder, je devais avoir 7 ans peut-être. Et j'avais envie d'être Harry Potter, quoi. Comme beaucoup d'enfants, j'avais envie d'avoir mon petit Nimbus 2000, de jouer au Quidditch. Classique. C'est beaucoup de souvenirs, quoi. C'est quelque chose qui a marqué une génération. Tu dis saga c'est légendaire, c'est plus, je sais pas, légendaire, parce que légendaire c'est peut-être plus Star Wars qui perdure après les âges, mais celle-là, pour notre génération et les générations après, ce sera peut-être le Star Wars. Parce que ça a marqué notre génération très profondément, et même des enfants qui ont 10 ans de moins que nous, ça marche sur eux aussi, tu vois.
Et toi, c'est quoi ton rapport un peu? Moi, je m'identifie beaucoup à Hagrid en réalité. C'est vraiment mon personnage de référence. Non, La moi, barbe un peu, non? la barbe un petit peu sur les bords. Non, mais pareil, c'est une saga moi qui m'a surtout. En fait, on s'y retrouve parce que c'est des jeunes qui sont dans une école, qui vivent des choses incroyables. Et forcément, quand t'as plus ou moins le même âge que les protagonistes, tu te retrouves vachement dans ce qu'ils vivent. Donc il y a un rapport à la nostalgie qui est évidemment très peu objectif quand on reparle d'un film. Pareil, en plus, c'est une saga de films assez longue, qui dure quand même 8 volets en tout, puisqu'il y a partie 2. Donc en plus, on a le temps de grandir avec les personnages, et ça s'apparente presque à une série, en fait, quand on y pense. Je pense que c'est ça aussi qui fait qu'on l'a apprécié, c'est littéralement, on a grandi avec. C'est un peu comme des trucs comme Game of Thrones. Il y a 8 saisons. 8 saisons, je crois. 8 saisons, tu grandis avec, tu vois les personnages vieillir et tout ça. Et c'est ça la force aussi qu'a Harry Potter là-dedans. Ah, son côté longévité, et puis qui berce toute la génération, je dirais 2000, parce que je crois que le premier film date de 2000 si je dis pas de bêtises. 2001. Mais même du coup la génération avant nous, parce que avec les livres, qui après eux ont eu la joie de pouvoir découvrir leurs rêves sur grand écran. Je dirais même ceux des années 90 au final, parce que eux avaient plus ou moins le même âge que les acteurs, alors que c'est vrai que nous on a un petit décalage quand même avec eux. Et je trouvais ça intéressant ce que tu disais, parce que c'est vrai que tu as des petites sœurs, du coup, je sais pas si elles sont bercées par Harry Potter. Du coup, ce qui est marrant, c'est que je leur ai fait découvrir à peu près, un petit peu plus vieux que l'âge où moi j'ai découvert, mais c'est pareil, ça marche sur beaucoup d'enfants, parce que l'identification, c'est ce que tu disais, tu t'identifies facilement au personnage, et je trouve qu'ils ont une grande force, c'est que les 2 premiers films qui sont plus des films pour enfants, entre guillemets, même si ça a quand même des thématiques qui peuvent être intéressantes pour un adulte, mais ça a une féerie. Les 2 premiers, ils sont mignons tout plein, quoi. T'as envie, tu vois, tu découvres un monde merveilleux où t'as envie de vivre, en fait. C'est intéressant ce dont tu parles, je trouve, du côté merveilleux, parce que je sais pas si vous avez ressenti pareil, mais moi, à partir du 4e opus, je trouve qu'il y a vraiment un changement de ton, un changement d'ambiance. Et est-ce que ça va avec le fait de grandir et du coup de petit à petit sombrer dans des choses un peu plus adultes, un peu plus matures, etc. C'est comme ça que je l'ai ressenti personnellement. Mais je trouve effectivement qu'il y a une évolution en termes de ton qui arrive presque à un truc, alors loin d'être horrifique évidemment, mais beaucoup plus sombre. Je sais pas si vous l'avez ressenti pareil, moi le 4e quand j'étais petit je pouvais pas le voir, j'avais trop peur, j'avais beaucoup trop peur. Ouais, c'est vrai, moi j'étais un peu plus âgée du coup quand je les ai découverts. Donc j'avais un peu interdiction de regarder des trucs un peu trop violents à la télé. Mais non, effectivement, tu as complètement raison. Ils grandissent et je pense que... et d'ailleurs, je pense que c'est très très bien représenté. La forme que Voldemort prend, elle est très enfantine. Pas... Non, mais la peur d'un enfant plutôt. Ouais, c'est ça. Oui, Exactement. Ou effectivement, le double visage, tu vois, quand tu comprends pas bien quelqu'un. Et puis ensuite, il devient réel. Donc la peur est réelle. C'est une vraie personne, tu vois. Elle incarne quelqu'un. Et je pense que ce côté incarnation de la peur, elle va très très bien avec la tranche d'âge qui suit en fait. C'est ça, c'est que aussi je pense que tu vois, tu dis le 4 marque une rupture aussi parce que je pense que si tu te réfères un peu à l'âge qu'ont les adolescents du film à ce moment-là, ils ont la quatorzaine, ils découvrent la mort avec le personnage de Cédric et tout ça. C'est aussi des thématiques qui sont fortes et que tu découvres un peu réellement à cet âge-là, même si la mort, on t'a expliqué quand tu étais petit bien sûr. Ce que c'était, mais c'est l'âge où tu peux être amené à le découvrir et à le comprendre vraiment. Des sujets un petit peu parfois un peu plus profonds, c'est ça, et un peu plus symboliques, de la mort, de la peur. Qui s'adresse aussi peut-être à un public plus âgé, qui est plus à même de comprendre des choses, parce que même le 5, ça parle aussi de la famille, du rapport à la famille, tout ça. C'est des notions qui... Ouais, l'émancipation, quand elle fait oublier les souvenirs à ses parents. Non, c'est hyper intéressant quand il quitte l'école aussi. Je trouve que c'est un moment fort où effectivement tu te retrouves dedans forcément, parce qu'à un moment donné tu quittes le lycée, tu quittes tes amis et après et ce rapport est extrêmement bien expliqué quand Ron
se fâchent un peu en mode vous vous rapprochez et c'est compliqué. Et t'as un peu le même format quand t'as deux amis qui se retrouvent dans la même université et que tu te retrouves à l'autre bout du pays. T'as un peu ce même format. Ouais. Mais je trouve ça intéressant parce que je trouve que ça répond un peu à cette question de pourquoi ça marche autant. Parce que c'est quand même une saga, je pense que c'est une des sagas les plus lucratives qui peut exister. Ouais. C'est peu dire. Mais je pense que ça répond aussi à cette question. Tu parlais de Star Wars, etc. pour comparer à d'autres sagas que je considère un peu pop culture, on va dire. Là, on parle quand même d'enfants, de personnages d'enfants sur lesquels on se reconnaît, de thématiques aussi, d'amitié, etc. Alors qu'ils sont très clichés des livres d'enfants, entre guillemets. C'est pas qu'un livre d'enfants, mais des thématiques enfantines. Là où effectivement, on parle, je sais pas, j'ai Indiana Jones en tête, j'ai les Ghostbusters, on parle pas de la même chose, mais on parle de sagas qui fonctionnent. Là, je trouve, on a vraiment ce rapport au fait de grandir, entre guillemets. Sur cette film, ça s'explique. Et ça répond, je trouve, un peu à la question de pourquoi ça fonctionne autant. Bah oui, puis même je trouve que ça peut marcher à la fois pour les enfants et les adultes, parce qu'à la fois tu peux grandir avec les personnages quand t'es enfant, mais en même temps tu peux avoir l'effet miroir quand t'es adulte, à comparer ce que les personnes vivent par rapport à ta propre vie. Mais en même temps, t'as toujours la dimension magique qui te met un peu une barrière comme quoi... c'est pas ce qui t'est arrivé non plus, quoi. Ça reste du Comment fantastique. ça tu cours pas avec un chariot à travers un mur, je comprends pas. Le griffon n'existe pas, putain. Non, mais une saga quand même, effectivement, que je trouve très liée à l'enfance, comme on disait, qui pour ma part, personnellement, je rebondis un peu sur ce que tu dis, m'a un peu, je dirais pas perdu, mais a un peu beaucoup changé sur les derniers. Volontairement, on en parlait avec le fil de l'évolution semblable à, je sais pas, un enfant qui grandit, mais m'a quand même pas mal perdu. Et là où dans les premiers, je trouve, tu parlais de films un peu enfantins, je te rejoins, je trouve qu'on a vraiment ce côté gentil à la fin. Tout est bien, ils reviennent, ils ont 10 points pour le Gryffondor, et ça y est, c'est reparti. Et ben, je trouve que l'avantage de ces premiers films, c'est qu'on a une vraie fin. On a un début et une vraie fin. Même si cette fin, elle laisse en suspens certaines choses pour une suite, on a vraiment une vraie fin. Là où je trouve qu'à partir, je dirais du 5, à partir du 5, on est vraiment dans l'optique d'une saga, où la fin se termine pas sur une vraie fin, mais sur ce qui peut se permettre. On parlait de Dune, par exemple, pour ceux qui ont vu Dune, c'est une introduction, entre guillemets, à une suite, etc. Je trouve que dans les premiers, on a un vrai début, une vraie fin, là où à partir du 5, je dirais, on a quelque chose qui est un peu plus en suspens et qui nécessite un autre film. C'est parce que je pense que à partir du 4, vu que tu sais qu'il y a le retour de Voldemort, tu sais qu'au loin, t'as une bataille finale avec un Harry Potter face à un Voldemort. Et de toute manière, tu sais que ça arrivera. Donc, je pense que c'est aussi pour ça que tu ressens ce côté un peu de suspense et de... Sans fin, quoi, un peu. Enfin, c'est un peu ça que j'ai ressenti parfois, tu vois. C'est vrai. Et en même temps, je suis d'accord. Et je pense qu'il faut amener quelque part c'est normal, faut vendre aussi. Donc, faut amener à la curiosité. Et en même temps, oui et non, parce que ça se termine toujours de la même façon par une fin d'année scolaire. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Et en même temps, on sait pertinemment qu'il y a une année qui suit, tu vois. Et sauf à la fin, où il n'y en a plus parce que c'est terminé. C'est fini maintenant. Donc, Et c'est triste. C'est vrai. C'est bien trop triste. Et sur une autre note, au niveau qualitatif, au niveau des acteurs, des décors, tout ça, est-ce que vous avez un peu des petites choses à dire, des petites envies particulières? Je pense que c'est... l'aspect nostalgique parle beaucoup, là on a parlé effectivement de l'aspect nostalgique et tout, mais quand on regarde avec un peu plus de recul, est-ce qu'il y a des choses en termes d'acteurs, de réalisation, etc., qui m'ont surpris? Je trouve que certains moments, le film est très beau. J'ai des belles scènes de décors, etc., que je trouve très jolies, etc. T'as une idée en tête? Je sais pas, les plans du château de Poudlard, tout simplement, parfois je trouve ça très beau. Puis parfois des grandes salles un peu particulières avec une lumière, même la scène du miroir à la fin du 1 et tout, je trouve qu'il y a des trucs un peu bien pensés en tout cas, et qu'utilisent le décor de la magie comme bien pensé. Donc ouais, je trouve qu'il y a des choses jolies. Après, je dirais pas que c'est un film qui brille par tout ça, peut-être je me trompe, mais c'est pas un film selon moi qui brille par ça, plus par son histoire. Et puis en termes d'acteurs, on oublie, je trouve souvent que c'est comme des enfants au début. Je trouve ça assez bien foutu, quoi, quand même. J'ai pas au recul d'un problème d'acteur ou quoi que ce soit qui me saute à l'œil. Ouais, non, moi non plus. Je pense que les acteurs adultes sont très performants.
Je pense qu'on n'a pas de souci particulier, ça pique pas aux yeux en se disant qu'est-ce qui meurt mal. Et c'est vrai que notamment, je pense à Emma Watson qui, dans beaucoup d'interviews, en fait, expliquait qu'elle a pris énormément de cours. Et c'est vrai que ça se voit. Enfin, on voit l'évolution du jeu d'acteur, je pense même qu'on voit la patte d'acteur, tu vois, se former. Un peu sur les mimiques, les trucs comme ça, que tu retrouveras un peu après. Ouais. La formation d'un personnage, au final, hein, vraiment. Donc t'as bien aimé le ouais, oui. Bah, après, c'est sûr que quand tu revois le premier, quand t'as 20 ans, je pense que oui, évidemment, ça pique. C'est normal. Les effets spéciaux, c'est pas fou. Mais... Je vois Nathan légèrement perplexe sur le non, talent d'acteur. Moi, sur les acteurs, j'avoue avoir quelques réticences. Quand ils sont enfants, je trouve que c'est excusable. Enfin, ils sont pas mauvais, au contraire, ils font du bon travail. Mais je trouve qu'adulte, il y a des moments ou des émotions que certains ont un peu de mal à former. Je vois par exemple Daniel Radcliffe. Je trouve que sur les derniers, parfois, il doit s'énerver. Et il y a des moments où j'ai du mal à vraiment sentir qu'il est vraiment énervé, en fait. Après, c'est des acteurs qui ont dû apprendre sur le tas et aussi. Entre guillemets, c'est toujours compliqué, quoi. Bah, c'est un parti pris en fait quand on y pense, de prendre un enfant et de lui dire tu vas rester ici jusqu'au 7e épisode où tu auras plus de 20 ans, enfin tu auras je sais pas 20 ans, et c'est un parti pris quand même en espérant que ce soit un acteur qui soit déjà passionné par ça dans le temps, mais qui dure aussi dans le temps. Mais en tout cas, une belle saga, je pense, qui nous aura tous bercés, quand même, plus ou moins. Moi, je sais que petit, j'avais l'obligation de lire les livres, donc j'y ai goûté. Et une saga qui nous aura plu, qui d'ailleurs fête ses 20 ans, je crois. Le premier est sorti il y a 20 ans. Ouais. Oui, c'est ça. Les livres, d'ailleurs, ont déjà fêté leurs 20 ans. Donc, non, c'est chouette. À l'occasion de se regarder ça, nous vous invitons à le regarder. Et je pense que tout est dit pour la saga d'Harry Potter dans notre rubrique Le Classico. Et passons maintenant à nos recommandations. Quoi de neuf, docteur ? Et c'est parti pour les recommandations. On a tous regardé, consommé un tas de petits trucs un peu culturels qu'on va vous recommander. Eva, je te laisse commencer parce que tu as l'air motivée par ta petite reco. Allez, alors moi c'est un film, du coup, donc c'est Aline de Valérie Lemercier, donc en tant que réalisatrice et actrice principale. Alors que dire, hormis que c'était la plus grosse découverte française pour moi depuis des années. Ouais. Donc c'est dire. Je suis vraiment pas fan des films français. Je trouve que c'est beaucoup d'humour nul et ça taille. J'apprécie pas particulièrement. Ouais. Mais je dois dire que Valérie Lemercier m'a énormément surprise sur un terrain où je ne l'attendais pas. Et c'est un film où tu t'es transporté. T'es transporté, tu ressens les émotions, tu vis en fait avec. Non, c'est incroyable. Après, il y a des partis pris qui ont été pris, etc. Mais juste, je recommande, allez-y les yeux fermés. Si je dis pas de bêtises, ça retrace, pour ceux qui nous écoutent, l'histoire de Céline Dion de manière un peu... Ouais, voilà, ok, c'est un peu l'histoire de ça. Mais c'est très très librement inspiré. Ouais. Donc voilà, elle remercie juste Céline Dion à la fin. Mais d'ailleurs, la famille de Céline Dion et Céline Dion elle-même n'ont pas... Elle avait fait d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, un espèce de biopic un peu sur la princesse Diane en Angleterre, pareil, je ne sais plus le nom dans les commentaires, dites-le nous, mais elle avait fait pareil, une espèce de biopic très décalé un petit peu là-dessus, où elle reprenait la princesse Diane en Angleterre. Mais ok, Aline, c'est ça ? Ouais, Aline, donc je vous le recommande, allez-y, de tout cœur. Je vais voir ça parce que j'en ai entendu des bons retours. Okay. Nathan ? Moi de mon côté, je vais recommander, pour rester dans le thème, le docu sur Orelsan qui est sorti sur Prime Video. Donc c'est réalisé par son petit frère Clément Cotentin. C'est vraiment très qualitatif et c'est très intéressant parce que du coup ça part il y a plus de 15 ans. Et voir un peu comment il est vraiment, parce que littéralement il est parti de rien et comment il est devenu l'un des artistes majeurs de la scène française, musicale. C'est vraiment super intéressant de voir un peu l'ascension, de voir comment il a été dans la merde, comment des choses que nous on a vécues de l'extérieur, lui il a pu les vivre, comme notamment ses procès et tout ça, même les sorties d'albums,
ses retours, tout ça. Et vraiment très intéressant. Et même d'un point de vue plus technique, le documentaire est vraiment bien fait, quoi. Son frère est vraiment bon au niveau du montage, au niveau de comment c'est narré, c'est vraiment... Ouais, de la voix off aussi qui est très intéressante. Et puis moi, ce que j'aime bien, parce que je l'ai vu aussi, c'est qu'on prend le point de vue d'un spectateur en fait, de ce qu'Orelsan fait, et c'est assez bien foutu. Puis on le reprend, si je dis pas de bêtises, sur au moins 20 ans de carrière, quoi. C'est ça. Et même, oui, ce que tu disais, il y a beaucoup d'intervenants qui racontent un peu plus comment eux l'ont ressorti, au-delà des images qui sont données par le documentaire. Il y a vraiment des personnes qui vont venir donner leur avis sur directement comment eux ont vécu ça, et c'est vraiment très qualitatif. Voilà, ne montre jamais ça à personne, c'est ça ? Ouais, je crois que c'est ça. Ok, on foncera voir sur Prime Video. Et moi, je vous recommande un EP de Thury qui fait partie du label de Luigi, Foufoune Palace, qui s'appelle Bleu Gospel. C'est un EP de rap qui varie entre des prods très gospel, parfois même du chant avec des textes très puissants, très introspectifs, et puis parfois des sons très kickés, toujours avec cet amour de la punchline. Je trouve on retrouve un rap comme ça. On aime la phase, on aime la rime, etc. Donc Bleu Gospel, très bel EP qui dure à peu près 6 titres, je crois. Et coup de cœur pour le Givre et le Vent d'ailleurs, qui est sacrément féroce. Et voilà, je vous conseille parce que ça change et ça dénote un petit peu de beaucoup de projets rap qu'on peut entendre aujourd'hui. C'est très atypique, très bien produit, et foncez écouter ça, quoi. Ok, on va le faire. Hein. Ouais, nickel, ça tue. En tout cas, merci à vous tous et à vous toutes d'avoir écouté ce podcast. On se retrouve prochainement pour la suite de ce podcast. Et d'ici là, tenez-vous bien. Nathan et Eva, merci beaucoup. Et à la prochaine. Merci à toi. Merci à toi. Ciao, ciao.